Comment devenir riche en Afrique? Voici 4 types d'élevage que tu peux commencer avec un budget de 50 000 francs et devenir riche en Afrique. Oui, je dis bien avec un budget de 50 000 francs. Car, comme j'ai coutume à te dire, ce n'est pas le montant qui importe, mais c'est la stratégie que tu vas devoir implémenter qui va devoir faire de toi le leader de ton secteur. C'est la vision sur le long terme que tu auras. C'est la façon dont tu vas devoir manager, c'est-à-dire que ton modèle d'élevage. C'est le segment sur lequel tu seras. C'est la façon, c'est-à-dire que de te différencier que par rapport aux autres. C'est le fait, c'est-à-dire que de ne pas faire comme tout le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde va faire un type d'élevage ou un type de business que c'est rentable. La plupart du temps, lorsque tu vas faire comme tout le monde, le business n'est plus rentable. Tu auras les résultats de monsieur et de madame tout le monde. Donc, sur cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux commencer avec un modeste budget de 50 000 francs. Comprends ici que ce n'est pas le budget qui est important, mais c'est la vision que tu vas mettre sur ton business. C'est la stratégie que tu mettras dedans. Donc, reste sur le bord de cette vidéo afin de pouvoir bénéficier de ces informations-là. Et je vais devoir aussi te dire que clarifier, te dire que là, un détail qui est très récurrent dans notre communauté, mais je sais que la plupart du temps, c'est parce que ces personnes suivent les médias mainstream. Et je vais t'expliquer aussi la manipulation qu'il y a dans le secteur de l'alimentation. La manipulation tout simplement qu'il y a dans le business. Parce qu'il faut comprendre ici que gagner de l'argent, le business, c'est que ça, comme je dis, ça requiert de la stratégie. Là-dedans aussi, c'est qu'il y a de la manipulation. De la manipulation vis-à-vis de celui qui veut faire le profit. Donc c'est pour ça que je dis ici que c'est à nous, Africains, d'être très intelligents, de savoir, c'est-à-dire où sont nos intérêts, et de pouvoir, c'est-à-dire que justement, défendre nos intérêts, afin que ça puisse nous bénéficier. Mais ce que je constate, c'est que beaucoup d'Africains vont de façon naïve, de façon olé en pensant que nous sommes dans un monde de bisounours. Mais vous êtes en train de voir l'actualité, comment l'actualité est en train de nous frapper de plein fouet. Avec les crises géostratégiques, géoéconomiques, avec la guerre commerciale que nous avons sur les matières premières, sur les produits, les tarifs tels que douaniers. Tu vois le conflit, les bras de fer entre la Chine et les États-Unis. Ça ne rigole pas, les gars. Parce que c'est que là-dedans, on parle ici des personnes qui sont là à défendre leurs produits, à défendre je vais dire leur richesse. Parce que derrière, on parle en termes de milliers de milliards de dollars. Donc c'est ce que je vais devoir développer ici. Donc bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Cyril Toko. Sur cette chaîne, on parle d'agriculture, on parle d'élevage, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de te partager mes astuces et tes business, de te partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc je viens t'apprendre ici à désapprendre, à réapprendre à nouveau, afin d'aller faire des business qui vont te rapporter du gros sous. Donc quand je parle ici de business, que ce soit le business de l'élevage ou de l'agriculture, qui vont te rapporter du gros sous. Tu ne vas pas aller faire de l'élevage ou soit l'agriculture comme monsieur et madame tout le monde. Tu ne vas pas aller dans les spéculations où tout le monde y va. Je t'amène vers les spéculations qui vont te générer des rentes à vie et qui vont surtout bénéficier pour l'économie de ton pays. C'est parce que c'est de ça qu'il s'agit. À la fin de la journée, c'est-à-dire que ce qu'on recherche, c'est la souveraineté sur le plan alimentaire. Mais tu auras constaté que quand on parle de souveraineté alimentaire, il y a beaucoup de propagande que j'entends. Ben, on ne peut pas dire qu'aller produire que sur 2 hectares, sur 5 hectares, sur 10 hectares. Ce n'est pas avec 5 hectares et 10 hectares qu'on pourra atteindre l'autonomie alimentaire. Je dis bullshit. Je dis bullshit. Quand on dit ça, on parle de quel type d'agriculture? Ben, lorsque les gens vont généralement parler, vont commencer plutôt à penser à l'agriculture occidentale, à dire qu'il faut aller faire 200 hectares, 300 hectares de céréales, de soja, de blé, de tournesol, de colza et d'oblong d'orge. Mais les personnes oublient que lorsqu'on commence à parler de 200, de 300 hectares,
L'agriculture ne commence pas uniquement sur les superficies. C'est la semence d'abord. Ne comprennent pas déjà qu'il y a un marché qui sont sur les semences. Même quand on parle de céréales, je parle ici même de tomates. Vous voyez qu'ici, je suis là à valoriser et à vulgariser les produits locaux que nous faisons. À lutter contre, à protéger nos semences. Parce que la guerre commence par la semence. Tu ne peux pas parler d'agriculture sans parler de semences. Tout commence par la semence. Et quand je parle d'agriculture, si je parle aussi d'élevage, quand on parle aussi d'élevage, tout commence par le matériel, c'est-à-dire aussi la protéine. Tout commence par la protéine animale, tout commence par la qualité, c'est-à-dire que des sujets. Est-ce que tu as le contrôle dessus? Il faut comprendre qu'aujourd'hui, tout ce que j'appelle l'agriculture ou l'élevage, c'est du monde du vivant. Et quand on parle du monde du vivant, c'est ce que la nature nous a donné généreusement, ce que le bon Dieu nous a donné gratuitement, généreusement. Nous avons comme ça une multitude de variétés de semences que Dieu nous a données gratuites. On peut aller prélever dans la nature et les domestiquer et continuer à faire nos campagnes. C'est ce que nos ancêtres ont fait depuis la nuit des temps, c'est ce que nos grands-parents ont fait, c'est ce que nos parents continuent à faire, c'est ce qu'on essaie de continuer à faire en Afrique. Donc, à reconduire nos semences, chaque campagne, lorsque tu as produit le manioc, le macabou, le maïs, quand je dis ici maïs, je parle du maïs local, maïs, les graines paysannes, le haricot, le soja, le tournesol, la tomate, le poivre, le jansan, toutes nos cultures, les bananes plantains, tu peux reconduire ça de façon naturelle, sans payer. Mais aujourd'hui, tel n'est plus le cas aujourd'hui en Occident. C'est pour ça qu'il faut comprendre un peu les enjeux. Les enjeux sont sur les semences. La guerre, c'est sur les semences. Donc celui qui ne suit pas bien mes propos va peut-être me dire, mais Thierry, quand tu dis qu'il ne faut pas donc aller produire les céréales, on va donc faire comment? Comment est-ce qu'on va nourrir la population? C'est-à-dire qu'on sera bientôt 1,5 milliard. Ça, c'est ce que j'appelle la propagande. Voilà comment on vous vend la peur, afin de pouvoir bien te dire que voilà, vous la mettre. Parce que quand tu parles même de céréales, j'ai dit qu'avant d'aller produire, on se doit d'abord de vérifier la qualité de la semence. Le choix de la semence est important. Le rendement, c'est-à-dire que la culture est importante à l'état. Donc quand on parle même de rendement, entre les tubercules que nous avons, le manioc, le macabo, le taro, les pommes de terre, l'igname, la patate douce, nous avons les céréales qui s'adaptent aussi bien à notre terroir, qui sont le sorgho et le mil, qui donnent des forts taux de rendement. Mais c'est vers là qu'on devrait aller, parce que nous avons le contrôle dessus. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'en Occident, c'est des multinationales qui ont comme ça le contrôle sur les semences. Les États n'ont plus le contrôle sur les semences. Parce que comprendre aussi que l'origine de la richesse vient d'où. Il faut comprendre, quand je fais ce développement, c'est pour que tu comprennes comment tu peux devenir riche de façon autonome. Parce que c'est la stratégie que je vais partager ici avec toi. Les multinationales ont aujourd'hui le contrôle sur les semences. Je te dis ça. N'oublie pas que les semences sont les dons de Dieu. Dieu nous a donné ça gratuitement. Mais aujourd'hui, au nom, tu as dit que du profit, parce qu'il faut comprendre dans quel système nous sommes. Nous sommes dans un système capitaliste qui amène à faire du profit, qui permet de pouvoir entreprendre, la liberté d'entreprendre et la liberté de faire du profit. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour devenir riche? Je t'ai expliqué ici que pour devenir riche, il faut créer un produit que tu mets à la disposition des gens et moyennant cet échange-là, on te donne de l'argent. On devient aussi riche quelque part la cession de la propriété. C'est être propriétaire de quelque chose, de ce produit-là, ça te rend riche. On devient aussi riche par la cession à la propriété intellectuelle. Propriété intellectuelle. Donc, les quelques nababs, les multimilliardaires que vous citez ont compris qu'on peut devenir riche en accédant à la propriété intellectuelle. Donc, les personnes qui écrivent les livres, les personnes qui chantent, les personnes qui inventent, les personnes qui font des inventions telles que sur brevet. Tu poses ton brevet et c'est comme ça que tu fais pour gagner ton argent. Donc, ils ont amené maintenant même les États
à aller breveter les semences. Je ne sais pas si vous voyez l'aberration, je ne sais pas si vous voyez là où les affaires se corsent. Une affaire que le bon Dieu nous a donnée gratuitement. Une affaire qui devait être sous le contrôle des États. Parce que la semence, l'alimentation doit être au contrôle de nos États. Parce que c'est chaque État qui doit être souverain sur le plan alimentaire. Mais la grosse erreur que nos États, je n'aime pas dire erreur, la pression des multimilliardaires, parce que c'est-à-dire qu'au nom de dire qu'on doit lutter contre la famine, parce qu'il faut comprendre qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où tout s'est accéléré. Je veux dire que même la production aujourd'hui des produits chimiques, herbicides, nématicides, fongicides, c'est aujourd'hui les grands groupes, c'est-à-dire que les grandes industries, c'est-à-dire quoi, du chimique, et les grandes industries, c'est-à-dire quoi, laboratoires pharmaceutiques, ce sont eux qui sont aujourd'hui à produire les semences. Ils ont fleuré l'opportunité. Lorsque les États ont dit, bon, il fallait qu'on produise massivement afin de pouvoir colmater, c'est-à-dire qu'on permettre à la population de se nourrir, mais ils ont fleuré la brèche. Ils se sont mis donc aujourd'hui à produire les semences. Je ne sais pas si vous voyez un peu le danger. Voilà comment ils sont mis à produire les semences et à breveter dans les semences. Donc au nom de se dire que non, je viens produire pour pouvoir faire des grands rendements, je vais venir sortir une souche de blé, de maïs qui va résister aux intempéries, qui aura un très fort taux de rendement, qui va être résistant par exemple aux insectes. Aujourd'hui, on sait que tout ça, c'est du pipeau, c'est du blabla, c'est de la propagande à 2 balles. Eux, ils viendront poser le brevet. Quelqu'un va te dire, je vais aller sortir une tomate. Parce que là où on a poussé encore l'aberration très loin, c'est même encore avec les cultures OGM. OGM ici, c'est organisme génétiquement modifié. Donc, parce qu'on veut faire une tomate qui pourra résister aux intempéries ici, tu sais qu'ici il fait froid. Et la tomate, c'est une culture des tropiques. C'est une culture qui pousse beaucoup plus dans les zones ensoleillées. Donc, pour faire que la tomate résiste au froid, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller chercher, prendre la cellule du saumon. C'est que le saumon, le saumon résiste au froid et le saumon, tel que se pêche dans les zones nordiques, là, la Suède et tout, on va aller prélever la cellule du saumon qu'on va incorporer dans les cellules de la tomate afin de pouvoir rendre cette tomate-là résistante au froid. Et voilà comment que les biochimistes vont breveter donc cette tomate-là. Et c'est comme ça qu'ils vont gagner des millions les millions de dollars. Alors que la nature nous a donné ça gratuitement. Vous pensez que ça a du sens de faire ça? Quelqu'un va aller te dire que non, maintenant ils sont en train de vouloir même pousser l'affaire trop loin. Par rapport à la photosynthèse. La photosynthèse, que la nature, Dieu nous a donné ça gratuitement. Les plantes font la photosynthèse de façon naturelle. Mais eux, ils vont encore venir avec un système encore de mafia, dit que non, ils veulent accélérer la photosynthèse sur les plantes. C'est que la nature fait déjà gratuitement. Donc, ils vont venir mettre ce gène-là dans la plante et c'est comme ça qu'ils vont breveter et gagner énormément d'argent. Et lorsqu'ils brevettent, ça devient leur propriété et on ne peut plus rien faire. À chaque fois que tu vas vouloir produire, il va falloir aller acheter. C'est ça l'aberration. Mais ce modèle d'agriculture, c'est non sans conséquences. Vous voyez les conséquences de ça. Ce modèle d'élevage, c'est non sans conséquences. Donc lorsque tu vas les produire, tu dois voir ça. Conséquences, c'est-à-dire que sur le plan environnemental, vous voyez le réchauffement climatique que nous avons, les effets de serre, vous voyez les vents violents, vous voyez les inondations, vous voyez les pluies diluviennes, vous voyez les départs de feu. On a vu l'érosion, c'est-à-dire que éolienne, l'érosion même de nos terres lorsqu'il pleut. On voit les pertes en termes de matière organique. On voit aussi, c'est-à-dire que même, je vais dire ici, même la qualité des aliments que nous mangeons. Est-ce que c'est des qualités? Tout ça, c'est des trucs chimiques. Donc, vous voyez qu'il y a une propagande qui est là, que lorsqu'on va parler de ça, on va dire en Afrique, mais bientôt on sera 1,5 milliard. Comment est-ce qu'on va nourrir? Ce n'est pas en travaillant avec la houe qu'on va nourrir notre population. Ce n'est pas en produisant, en faisant l'élevage tel qu'on fait là, qu'on va nourrir
nourrir notre population, c'est une pure propagande. Je dis ici que les éleveurs et les agriculteurs occidentaux, ceux qui sont dans les céréales, ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas avec ce modèle. Et vous avez vu avec la guerre commerciale qu'il y a là maintenant, eux-mêmes sont en train de dire qu'ils se doivent de revoir à nouveau leur modèle d'agriculture et leur modèle d'élevage, qui sont allés trop loin au point de déposséder de la population de leurs biens au profit de la finance. Parce qu'aujourd'hui, c'est les multinationales, c'est les fonds de pension, c'est les fonds d'investissement, c'est les multimilliardaires qui vont maintenant investir dans le secteur agricole, en achetant des agricoles et élevage, comme je dis, en achetant des espaces, afin de pouvoir produire, comme je vous dis ici, les céréales qu'on produit ici, 90%, 95% des céréales produites ici en Occident ne servent qu'à l'alimentation, c'est-à-dire que des bétails. Ça ne sert qu'à produire l'aliment pour les bétails, à produire l'éthanol et à produire les dérivés comme le sucre. Donc je parle ici aux Africains qui disent qu'ils veulent aller produire sur 200, 300 hectares. Mais de quelle agriculture vous parlez? De celle qui est nourricière? L'agriculture nourricière, l'élevage nourricier n'a pas besoin qu'on soit sur 200, sur 300 hectares. Voilà mes propos. Et je ne dis pas ici qu'on ne doit pas produire les céréales. On doit produire nos céréales. On a le maïs. Il faudrait que nos États investissent sur la recherche. C'est ça mes propos. Que nos États investissent sur la recherche. Que nos chercheurs, c'est-à-dire que travaillent. Qu'on puisse, c'est-à-dire que valoriser la recherche locale sur nos semences. Que ce soit le maïs, que ce soit le soja, mais local. Si c'est on a le mil, le sorgho, qui s'adapte déjà à notre terroir, qui n'ont pas besoin d'autant d'eau, comme le maïs, le soja et le blé et tout ça. On a le sorgho qui s'adapte. Mais lançons-nous sur le sorgho. Le sorgho, c'est des cultures déjà adaptables sur notre terroir. C'est ça mes propos. Et mes propos ici sont de vous dire que l'agriculture aussi, ce n'est pas seulement la semence, c'est la mécanisation. Nous n'avons pas le contrôle sur la mécanisation. Et ça a des coûts exorbitants. Pareil comme l'agriculture, l'élevage. L'élevage ici conçu comme en Occident, si tu vas aller sur 100 000 sujets, 200 000 sujets, 1000 sujets, 100 000 sujets, c'est des coûts exorbitants. Ça demande des normes terribles. La construction des bâtiments, pour déjà implémenter, ce n'est pas moins d'1 million d'euros. Et là-dessus, tu n'as pas le contrôle sur, je vais dire, l'ensemble des chaînes de valeur. C'est pour ça que je dis qu'on se doit d'aller produire donc, les cultures comme le macabo, le taro, la banane plantain, la patate, l'igname, la banane douce, le sorgho, le mil. Et que nos généticiens, que les spécialistes, c'est-à-dire que pour la production, c'est-à-dire que des aliments, se penchent dessus afin de pouvoir produire les aliments que nos animaux peuvent consommer, les aliments que nous produisons. Parce que les Occidentaux font manger tels que les céréales, le soja, le blé, parce qu'eux, ils produisent. Et ça fait tourner le tissu tel qu'agricole. Pourquoi est-ce que nous, bêtement, on va aller copier des choses alors que nous ne produisons pas ces cultures-là? Nous avons déjà les cultures déjà du terroir qui produisent massivement à l'État. Pourquoi nous ne pouvons pas créer des chaînes de valeur qui vont permettre non seulement à nous nourrir, et nourrir même nos animaux, parce que ça produit massivement à l'État. Voilà mes propos. Il faudrait que les gens me comprennent très bien. Parce que beaucoup vont faire l'agriculture, mais ne comprennent pas les enjeux. Donc, avant, il me fallait éclaircir ça. Donc, une fois que j'ai éclairci ça, tu vas comprendre pourquoi je te demande d'aller commencer petit. Pourquoi je te demande d'aller faire ce type d'élevage. Donc, le premier type d'élevage que tu vas devoir faire ici, je vais te demander d'aller commencer avec 50 000 francs, de commencer ton élevage de poules locales. J'ai pris assez de temps pour la pédagogie là-haut pour que tu comprennes que le mindset. Que ce n'est pas le montant d'argent qui importe, mais c'est la vision que tu as. Mais c'est là où tu vas aller et la personne que tu veux devenir. Parce que commencer avec 50 000 francs, tu peux commencer déjà avec 5 poules, un coq. Dans l'arrière-pays, on a assez d'espace. Même des fois, que dans les zones urbaines, là, on a l'espace. La chance que nous avons encore, c'est qu'il n'y a pas de réglementation. Ici, en Occident, tu ne peux pas faire ça. En zone périphérique, tu ne peux même pas. En zone urbaine, tu ne peux même pas faire l'élevage. Mais nous, on a la chance que la réglementation,
est souple. Tu peux commencer, même derrière ta maison, avec les matériaux de récupération. Je ne te demande pas ici d'aller faire des bâtiments de 7 millions, de 10 millions. Non. Tu récupères les bâtiments, les matériaux de récupération. Tu fais ton truc. Tu commences donc à faire ton élevage tranquillement. Je ne vais pas tout rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait des vidéos dessus. Tu vas sur la chaîne regarder. Tu prends une petite couveuse. Tu peux même laisser la poule. Tu peux même dire que bon, si tu n'as pas les moyens pour acheter la couveuse, tu laisses la poule couver ses œufs. Dès qu'elle a pondu, tu la laisses couver. Parce que 50 000 francs, tu vas me dire que tu n'as pas la couveuse. Je te concède ça. Tu peux même regarder, il y a des couveuses aujourd'hui, des petites couveuses même de 17 000. Mais ne prends pas la couveuse pour l'instant. Laisse la poule couver ses œufs. Elle fait ses pontes. Dès qu'elle a éclos les œufs, tu récupères uniquement les poussins, tu les mets de côté afin de pouvoir suivre, parce que c'est d'éviter qu'il y ait des mortalités, tu suis, et l'amener rapidement à aller, repondre. Là-dessus, tu fais un petit enclos, comme j'ai dit. Si tu es en zone périphérique, tu fais un petit enclos. Même si tu es cette fois-ci peut-être aussi au village, tu fais un petit enclos où tu vas les préserver avec des prédateurs, les chiens, les êtres humains, les rapaces. Tu mets même un filet au-dessus. Les rapaces comme les éperviers, tu suis. Parce que là-dedans, pourquoi je te demande de commencer petit? Tu commences petit, tu vois que ça te permet de pouvoir suivre. Là-dedans, si tu as une formation telle que je suis en train de faire, c'est une formation que je te donne. Mais tu vois que même sans formation, tu peux déjà commencer. Ça va te permettre d'apprendre, d'avoir l'expérience. Parce que je t'ai dit ici que le but de l'affaire, c'est d'abord, c'est toi le porteur du projet. Pensez que tu peux devenir leader de ce secteur-là. Au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, tu peux devenir leader en commençant petit. C'est de croire. C'est de commencer. Commencer à faire même tes propres petits erreurs. Tu vas commencer à faire. Il y aura certains petits erreurs, peut-être d'autres mortalités. Mais le but ici, c'est d'avoir la main. Tu vois que quand tu commences comme ça petit, ça te permet de pouvoir faire ta propre expérience, de faire tes erreurs, de rectifier, d'avoir le processus, de chercher même le circuit d'écoulement, d'avoir le marché, de créer une page telle que Facebook où tu racontes que ta vie de fermier. Tu vois, tu commences à chercher le marché pendant que tu travailles. Mais l'idée est ici de te faire comprendre que non, tu ne dois pas avoir d'intermédiaire. C'est toi-même qui dois abattre tes poules, packager et mettre dans le panier de la ménagère. Tu peux vendre la poule fraîche ou tu peux faire des poulets fumés. Donc ici, tu vois que c'est de plutôt penser. C'est un peu le secteur de marché, quoi. Tu ne fais pas comme tout le monde. Tu vois que ceux qui vont aller produire les poulets de chair regardent le coût du bâtiment, regardent le coût de l'alimentation. Ils sont des fois en rupture de stock sur le coût de l'alimentation. Regarde, il faut des vaccins, il faut des ceci. Et au final, lorsqu'ils ont même produit, c'est les grossistes qui viennent encore prendre à vil prix. Tu vois, toi, l'effet de commencer petit, ça te laisse le temps comme ça de connaître ton marché. Le marché, ici, c'est les consommateurs. Tu vas voir les personnes qui vendent, qui sont dans la restauration, les personnes qui sont dans les hôtels. Toi-même, tu peux avoir ton point de marché, toi-même, tu peux faire de la braise. C'est ça la stratégie derrière. Deuxième type d'élevage, c'est le lapin. Lapin réussit pourquoi? Parce que oui, le lapin, parce que la chair est magnifique. De 2, parce que c'est un type d'élevage aussi que très peu de personnes telles que ça. Les gens n'y pensent pas. Pourtant, le lapin, c'est une protéine vraiment telle que c'est une viande riche en oméga 3. C'est une viande blanche, tu vois, qui ne contient pas de matière grasse. C'est une viande qui est même conseillée par les diététiciens parce qu'aujourd'hui, on sait que la viande rouge a beaucoup de matière grasse. Et on sait aujourd'hui que voilà, c'est l'origine de beaucoup de maladies cardiovasculaires. Or que la viande blanche, comme celle du lapin, c'est très riche. C'est une viande qui ne contient pas de matière grasse. Et la lapine a de ceci qu'elle met beaucoup de portée. Elle met bas plusieurs fois déjà dans l'année. Et il y a beaucoup de portée. Donc pour cela, ça va te demander une petite formation. Il faudra aller regarder la vidéo que j'ai déjà faite sur le lapin. Tu verras comment élever le lapin. Avec un budget de 50 000 francs, tu peux très bien commencer avec ce budget-là. Les clapiers, c'est les cages de lapin là, qui ne coûtent pas cher. Tu achètes le lapin, tu mets dedans. Le lapin aussi, en termes d'espace, ça ne demande pas énormément d'espace.
Tu peux commencer ça en ville. Pour toi qui es jeune, tu es en ville, tu peux commencer derrière la maison, dans un magasin abandonné, dans une chambre abandonnée qui n'est pas occupée. Tu peux commencer. Pour toi qui es dans l'arrière-pays, tu peux aussi commencer. Tu peux commencer. Tu vois? Avec la même stratégie aussi que tu suis avec le processus. Processus de vente, c'est toi qui dois mettre dans le panier de la ménagère. Tu dois transformer avec la chair de lapin. Tu dois vendre ton lapin sûrement peut-être en kilos. Tu dois faire peut-être du lapin fumé. Mais l'idée ici, c'est que tu sois, c'est-à-dire que jusqu'au bout, c'est-à-dire que de la chaîne. Tu ne laisses pas d'intermédiaire. Il faut comprendre que les poils de lapin, c'est-à-dire que sont consommés, c'est-à-dire que sont utilisés. Dans la fourrure, la peau de lapin est utilisée. Les huiles de lapin, c'est-à-dire que c'est un puissant, c'est-à-dire que fertilisant. Et un puissant, c'est-à-dire quoi, insecticide. Les crottes de lapin, c'est-à-dire que c'est des puissants engrais. Tu vois, il y a énormément comme ça de produits dérivés en produisant le lapin. Et avec toujours, c'est-à-dire que pour perspective, d'être dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, leader de ton secteur. Ne te fie pas, c'est-à-dire que pour les faibles commencements. Tes faibles commencements sont là pour te faire avoir la main, pour te faire, c'est-à-dire que maîtriser le game. Mais ton business, ton objectif que tu vises, c'est d'être dans 3 ans leader du secteur. Et avec la production de lapin, en 3 ans, tu peux te retrouver avec un cheptel de plus de 1000 ou 5000 lapins. Parce qu'il y a tellement de portée, et il y a le marché là. Troisième type d'élevage, c'est l'élevage de canard. Élevage de canard aussi, c'est la même chose. Très peu de personnes vont vers l'élevage du canard. Mais pourtant, il y a un marché, il y a des consommateurs. Mais il y a très peu de producteurs. C'est vers là que tu dois aller. L'avantage du chef le canard, c'est que le canard a énormément de portée, beaucoup de portée. Une canne peut avoir peut faire comme ça 20 ou 25 œufs. Pareil, tu prends comme ça même 5 canards, même 4 cannes et un canard, tu les laisses coupler. Là-dedans, tu vois, je n'ai pas te demandé de prendre pour l'instant un incubateur, mais à la longue, tu vois qu'il te faudra un incubateur parce que tu laisses pour l'instant passer tes 50 000 francs. Je ne vais pas te demander de les bousiller pour acheter d'abord un incubateur. Tu laisses tes cannes couver les œufs. Les cannes sont des très bonnes couveuses. Elles vont couver. L'argent que les pontes ou les portées que tu auras, en vendant donc tes cannes, tu pourras acheter cette fois-ci une couveuse. Pareil pour tes poules locales. Tu pourras acheter une couveuse une fois tu auras reçu. Parce que le but ici, c'est de scaler ton business. Donc, tu commences avec les faibles commencements, mais au fur et à mesure où l'argent entre, tu scales. Tu achètes des équipements pour faire grandir ton business en fait. Tu vois? Et là, avec ta canne, pareil, tu les laisses pondre, tu les laisses couver, ça porte. Et tu sais ici que tes portées, les cannes, les premières portées, les cannes, les canetons qui deviendront les cannes, vont aussi commencer à pondre. C'est comme ça que ça va multiplier ton cheptel. Pareil aussi pour tes poules locales. Tu vois que les premières portées, les poules qui sortiront avec des premières portées vont commencer aussi à pondre. C'est comme ça que ça va multiplier. Ça va faire des fois du fois 10, du fois 20, du fois 50, du fois 100. C'est comme ça que tes portées vont se multiplier. Mais avec toujours la même stratégie commerciale que c'est toi qui mets dans le panier de la ménagère. Tu apportes les produits dérivés. Canne frais, le canard frais, le canard par kilo, parce qu'un canard adulte, ça peut te donner comme ça 5-6 kilos, même 7 kilos. Donc tu peux faire, tu peux vendre par kilo, tu peux faire du canard fumé, tu peux faire du pâté de canard, tu peux faire le foie gras, tu peux faire énormément. Donc ça va te demander l'esprit de créativité en fait, parce que le business c'est la créativité, l'esprit de créativité. Il faut être créatif. Et c'est comme ça que tu vas brasser des millions. Comparativement à celui qui va aller faire l'élevage traditionnel avec l'élevage de poulet de chair. Quatrième type d'élevage, élevage d'escargots. Élevage d'escargots, c'est pareil, ouais. Combien de personnes font l'élevage d'escargots? Pourtant, l'escargot te dit que c'est une chair, c'est une magnifique chair. Qui a déjà mangé l'escargot, t'a dit que dans le héros? Qui a déjà mangé l'escargot braisé? Qui a déjà mangé le rôti d'escargot? Voilà aussi une viande hautement riche. C'est un aliment, c'est un alicament en même temps. Une viande qui ne contient pas de matière grasse.
C'est une viande qu'on devrait faire manger à tous les diabétiques, à toutes les personnes qui souffrent d'obésité ou de problèmes de poids ou de maladies cardiovasculaires. C'est une viande qui devrait être conseillée. Tu te lances dans ce segment avec 50 000 francs. 50 000. Tu ne vas même pas aller acheter les sujets. Tu te sors la nuit avec ta lampe torche, avec un seau. Tu vas récolter les escargots. Parce que les escargots sont hermaphrodites. Mais je vais te conseiller pour ça de faire une formation. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, cette idée de business que j'ai divulguée, il y a beaucoup de personnes qui sont lancées dedans, qui font des formations. Tu vois, j'ai permis comme ça à plusieurs de démocratiser cet élevage-là, de décomplexer certains. Beaucoup gagnent leur argent avec ça. Tu vas commencer cet élevage. Tu peux faire un élevage en cage, donc si tu fais fabriquer des box, où tu mets là-dedans. Les box, pourquoi? Pour les éviter de s'évader ou pour les préserver des prédateurs. Les escargots ne sont pas compliqués à élever. Ça mange des feuilles. Tu peux mettre des feuilles de patates, les feuilles les feuilles de papayer, quelques débris de résidus. Tu surveilles juste là qu'il n'y ait pas de prédateurs comme les fourmis et tout ça qui arrivent, ou même les lézards. Tu peux forcer un élevage à l'extérieur, mais bien encadré, où tu fais dans un jardin potager, où tu as tes tarots, tes macabous, tu fais une superficie où il y a un certain microclimat, où tu élèves tes escargots là-dedans. Mais cette fois-ci, c'est d'éviter que les prédateurs comme les fourmis, comme je t'ai dit, les lézards, ou même les chiens, ou même les humains ne viennent te voler tes escargots. L'escargot, si c'est pareil, en termes de produits dérivés, ça a énormément de produits dérivés. Les coques d'escargot telles que sont utilisables pour la décoration et même pour certains, ça contient des sels minéraux. La bave d'escargot, c'est le diamant, c'est-à-dire que dans la cosmétique, la bave d'escargot est hautement utilisée. Et la chair d'escargot, telle qu'elle est plus que prisée. Donc tu vois, voilà 4 types d'élevage que si tu commences dès maintenant, tu vois que l'argent n'est pas le problème. Mais le problème ici, c'est la stratégie qui tue beaucoup de personnes. Les gens ne sont pas stratèges. C'est la vision. Parce que beaucoup pensent que pour commencer un business, il faut commencer avec les millions, les milliards. Non, on ne fait pas les millions avec les millions. On ne fait pas les milliards avec les milliards. Mais un bon business doit répondre à un besoin concret. Dis-moi dans les commentaires, est-ce que les 4 types d'élevage que j'ai cités là, il n'y a pas un besoin? Ça doit répondre à une demande. Et cette fois-ci, c'est de pouvoir servir cette demande. Donc tu vois, lorsque tu commences là doucement, ça te laisse le temps d'acquérir la compétence, d'avoir ton circuit d'écoulement, d'avoir ton propre système, parce que le but ici, c'est d'avoir le système. Or, avec les autres types d'élevage conventionnels, tu n'as pas le contrôle sur le système. Tu vas dépendre des produits, des œufs importés qui sont en rupture. Tu vas dépendre des poulets, des poussins d'un jour qui sont en rupture. Tu vas dépendre de l'alimentation, soja, blé, maïs qui est importé, qui sont en rupture. Tu vas dépendre du savoir-faire, parce que ce sont eux qui ont le savoir-faire. Et c'est maintenant où nous sommes dans les guerres commerciales, où à tout moment, pour des raisons géoéconomiques, géostratégiques, on peut dire, on ne vous donne plus le blé, on ne vous donne plus le maïs, on ne vous donne plus le soja, on ne vous donne plus nos poussins, on ne vous donne plus nos œufs fécondés. Tu fais comment? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de la fiction. Nous sommes en train de vivre ça maintenant. Voilà la guerre commerciale qui est là. Les États-Unis ont dit on ne donne pas que nos puces à la Chine. La Chine a dit quoi? Je n'achète plus les produits venant de l'Amérique. Je n'achète pas l'alimentation. Je n'achète plus le soja, je n'achète plus le blé, je n'achète plus les viandes. Voilà les agriculteurs et les éleveurs américains qui n'ont que les yeux pour pleurer. Donald Trump a dû être obligé de faire un rétropédalage pour commencer à dire bon, on va revoir comment on va baisser un peu les tarifs douaniers. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous, en Afrique, on compte sur quoi? Quel est le rapport de force que nous avons? La Chine a un rapport de force conséquent, qu'eux, ils produisent, ils sont l'usine du monde. Que les autres économies dépendent d'eux. Mais nous, quel est le rapport de force que nous avons pour aller copier le système bêtement?
pour aller dire que non, on ne peut pas nourrir, on doit aller produire sur 1000 hectares. On va aller produire quoi sur 1000 hectares? Est-ce que tu as dit qu'on a pris conscience sur le plan social? Vous êtes conscient que des accaparements de terre? Nous qui sommes sur le terrain, nous savons c'est quoi, que les accaparements de terre. Nous savons c'est quoi, que d'aller déposséder des terres aux paysans, aux habitants des villages. Nous savons c'est quoi, que la souffrance qu'ils ont. Les jeunes, vous pensez que quand les jeunes se déportent pour aller en ville, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des multinationales qui viennent comme ça prendre 20 000 hectares, 50 000 hectares, qui viennent carrément déposséder les villages de leurs terres. Vous voulez que ces jeunes-là aillent où? Et vous pensez, comment, lorsqu'on parle du patriotisme, lorsqu'on parle de la culture, lorsqu'on vient te déraciner de ton village, quelles sont les valeurs que tu auras sur le plan culturel, sur le plan voilà, des traditions? Mais c'est comme ça qu'on perd nos valeurs. C'est comme ça qu'on perd nos valeurs et c'est comme ça qu'on devient des personnes sans valeur, ça ne m'étonne même pas qu'on soit là, qu'on ne sache même pas c'est quoi le patriotisme, qu'on ne sache même pas qui nous sommes. Parce que qu'on vient nous vendre un modèle qui ne répond pas à nos réalités. Ah oui, produire que sur 2 hectares, sur 5 hectares, sur 10 hectares, aller faire l'élevage, comme on dit là, c'est cet élevage-là qui nourrit le monde. Arrêtez avec cette propagande qu'on vous véhicule à longueur de journée sur les radios, à longueur de journée sur les médias. Parce que les mêmes personnes qui produisent ce système-là, ce sont eux qui ont les médias. Je vous ai dit que l'agro-industrie ne nourrit pas le monde. L'agro-industrie, elle est là pour faire des cultures qui ne servent qu'à nourrir les bétails, à aller faire l'éthanol, à aller faire. L'agro-industrie est là pour faire du profit. Cette agriculture, elle n'est pas nourricière. Ça, faites vos recherches. L'agriculture qui nourrit le monde jusqu'à présent, c'est l'agriculture paysanne. Si on mange encore en Afrique, dans mon pays qui est le Cameroun, ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit les Camerounais. C'est l'agriculture paysanne. Et au Cameroun, on ne meurt pas de faim. On ne meurt pas de faim. Et on ne meurt pas de faim dans plusieurs pays qu'en Afrique. Et c'est l'agriculture paysanne. Et cette agriculture-là, cette population est à 70% rurale. C'est sur le même continent où on dit qu'on vit avec moins d'$1 par jour. Avec moins d'$1 par jour, quel est ce modèle d'agriculture industrielle que vous voulez aller vendre aux personnes qui vivent avec moins d'$1 par jour? Vous ne voyez même pas que ce n'est pas cohérent. Vous ne voyez pas que ce n'est pas cohérent, ce système-là. C'est quoi le seuil de pauvreté qu'en Afrique? Et quel est le modèle qu'on veut vendre? Un modèle qu'on veut même vendre où les personnes à qui vous parlez ne sont même pas n'ont pas que le minimum des minimums, ne sont pas éclairés, non pas sur le plan énergétique, il n'y a pas de lumière, non pas ne sont pas couverts par le réseau Internet, dont les informations qu'on partage ici, ça ne les bénéficie pas. C'est pour ça qu'on vient là, tout les fait fouiller. Et il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route. Et ils n'ont pas, on n'est pas autonome sur le plan du pétrole. On n'est pas. Mais vers quel modèle vous voulez aller? Et j'ai dit ce modèle-là, il n'y a que les gouvernements, il n'y a que les États qui peuvent impulser ça. Et il n'y a que les États qui peuvent impulser. C'est à eux que revient la souveraineté de tout ça. Souveraineté sur le plan de la recherche, souveraineté énergétique, souveraineté sur le plan de l'éducation, souveraineté sur le plan des infrastructures, souveraineté sur le plan je vais dire même du territoire. C'est à eux de pouvoir cartographier les sols, c'est à eux de pouvoir faire le travail, planifier le sol. Mais vers quel modèle? Dans les zones forestières, vous allez faire quel genre d'agriculture industrielle? Vous connaissez les contraintes qu'il y a pour aller embraser 100, 200, 300 hectares? Quel type de mécanisation que vous allez mettre là-dedans? Le coût, c'est-à-dire que lorsqu'on vous dit que c'est 2 millions, 3 millions de dollars, vous allez prendre où? Bon, arrêtons un peu de marcher sur la tête. Arrêtons de nous blaguer. C'est pour ça qu'on ne se lance pas. Avec ce modèle tel que j'ai partagé là, n'importe qui peut se lancer et de façon stratégique devenir riche. Comprendre que nous sommes dans un système capitaliste. Ce ne sont pas nos États qui vont nous sauver. Ce ne sont même plus ce n'est même plus le temps de dire que non, c'est à cause des riches, c'est un système qui est là. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Et si nous n'avons pas compris ça, on meurt dans le film. On peut passer le temps à blablater, à pleurer comme on veut. On ne pourra pas faire ce système. Et ce système-là, si on continue à tourner ces disquettes-là, ce sont eux qui viendront faire cette agriculture industrielle. Regardez en Afrique.
Quels sont ceux qui font l'industrie industrielle? Ce sont les multinationales occidentales. Ce sont les multinationales occidentales. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce pouvoir d'achat. Ils viennent avec les investisseurs, avec des portefeuilles à hauteur des milliards. Et c'est ce modèle que vous la ramenez. Lorsqu'on va aller produire les céréales en Afrique, vous pensez que les céréales sont destinées à l'alimentation humaine? Ces céréales vont servir plutôt aux industries brassicoles. Ah bon, vous voulez aller qu'on aille produire le maïs pour aller abrutir la population parce qu'ils vont aller boire la bière, c'est ça? Cette bière-là, ça permet de nourrir la population. Ces industries viennent implémenter que les industries de fabrication de provente. La provente, ça sert à quoi? Ça nourrit les animaux. Est-ce que ça sert à la consommation humaine? Ça sert à ton maïs que tu vas manger, ton couscous maïs, ta bouillie, la nourriture infantile, la farine de maïs, qu'on peut utiliser? Non. Ça sert plutôt aux industries brassicoles et aux provendiers. Voilà mes propos. Mais quand moi je le dis, c'est juste pour vous éduquer. Hein. Vous avez vu que je n'ai aucune étiquette ici. Que ceux qui vont vous dire d'aller faire ça, c'est parce que derrière, ils vont vous vendre un service. On va vous vendre la mécanisation, on va vendre les semences, on va vendre les produits phytosanitaires. Moi, je ne vous vends pas les produits ici. Je ne vous vends pas les produits dont je n'ai aucun conflit d'intérêt. Mais l'enseignement que je donne ici, c'est de vous apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau, à comprendre qu'il y a beaucoup de manipulations. Et vous-même, vous êtes en train de le voir. Depuis 5 ans, je le dis, vous-même, vous êtes en train de le voir. Maintenant, c'est pourquoi vous allez un homme avisé. Moi, lorsque je vais produire, je vais un homme avisé. On ne peut pas me manipuler. Je suis conscient de tous ces enjeux. Maintenant, je fais mon choix. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas en train d'incriminer tel que les autres, mais nous sommes dans un plan d'éducation. Si on est là à vouloir tel que chercher l'autonomie, la souveraineté, on se doit de comprendre comment le game fonctionne. De comprendre comment le game fonctionne. Voilà mes propos. De ne pas aller de façon naïve et commencer après à avoir ses yeux pour pleurer. Parce que beaucoup sont allés déposer tel que les 20 millions, les 50 millions pour produire tel que ce système de céréales sont morts dans le film. Beaucoup sont allés déposer les 30 millions, 40 millions pour aller faire l'élevage de poulet de chair. On déposé bilan. Beaucoup sont là, criblés de dettes. Même comme ils continuent, ils sont criblés de dettes, toujours dans l'espoir que ça va aller. Mais moi, je viens vous dire qu'on peut penser autrement. Mais ils sont là pourquoi? Parce qu'ils sont venus en disant qu'ils viennent répondre peut-être à un besoin. Mais tous, en ignorant que nous n'avons pas le contrôle sur l'ensemble des chaînes de valeur. Ce sont nos États qui doivent, je veux dire, faire ces réformes-là. C'est des réformes qu'il faut faire. Des réformes agraires qu'il faut faire sur le plan étatique et c'est sur le plan continental. Parce qu'ici en Occident, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont fait des réformes sur le plan étatique et ils ont fait les réformes sur le plan du continent. Sans ça, on meurt dans le film. Mais un homme avisé, moi je vous donne ces stratégies-là, afin qu'on puisse commencer petit et qu'on devienne grand. Et quand on est grand, on peut aussi impacter, on peut aussi imposer notre game. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Les autres ont fait des recherches sur le plan du développement, ils ont dépensé des milliards, ben, ils sont là pour protéger leurs précarés. C'est le jeu, c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Mais maintenant, c'est d'être stratège. Alors, si tu vas là, mbofou, mais on te mange. Voilà ce que je voulais partager. J'espère que tu as apprécié, j'espère que tu as aimé. Désolé encore pour ceux qui sont en Afrique. Hein, pour ceux qui sont en Afrique qui n'ont pas la data. C'est encore un autre problème. Les gens n'ont pas la data. Ils ne pourront pas rester comme ça que sur des vidéos qui vont durer 40 minutes, qui vont durer 1 heure. Mais c'est des enseignements qu'on partage. Mais on va rester là, vous donner que des vidéos de 3 minutes. Ah non, on ne peut pas produire avec la houe. Ah non, t'as dit qu'on ne peut pas nourrir 1,5 milliard de personnes, t'as dit qu'en produisant sur 5 hectares, 2 minutes, on n'a rien développé. Qu'est-ce que toi tu vas comprendre? Qu'avec 2 hectares, 5 hectares, on ne peut pas produire. Ah, on ne peut que te produire sur 200 hectares. Mais vas-y alors, va produire sur 200 hectares. Mais tu oublies que 200 hectares ici, ce n'est pas, c'est-à-dire que des cultures décernées, je veux dire, dédiées à la consommation humaine. Chaque année, FAO va dire qu'il y a eu tel nombre de millions de personnes qui sont mortes de faim. Alors qu'on produit, voilà, ici, c'est que les 5 000 hectares de céréales, les 20 000 hectares de céréales. Mais tu ne te poses pas la question, comme les 20 000 hectares de céréales qu'on produit, ça va où? Mais ça va uniquement pour nourrir les animaux, mon cher. Pour nourrir les animaux, voilà le gâchis. Et chaque année, on a comme ça des grippes aviaires. On a les pestes porcines. Imagine donc quand la grippe aviaire arrive et qu'on demande de tuer tous ces animaux. Et c'est les animaux qui ont mangé des milliers de tonnes, des centaines de milliers de tonnes d'aliments.
C'est du gâchis. C'est ça chaque année. Chaque année, on a du gâchis en termes d'eau. Parce que pour élever ces animaux-là, ça consomme énormément d'eau. Pour aller cultiver les céréales, pour nourrir ces animaux, ça consomme énormément d'eau. C'est pour ça que la planète chauffe. C'est pour ça que dans certaines zones ici en Occident, il y a des restrictions en termes d'eau. C'est pour ça que la qualité des eaux, il y a la pollution. Parce qu'il y a énormément de produits chimiques qu'on utilise. C'est pour ça aussi que, sur le plan de la biodiversité, il y a dégradation de la biodiversité. C'est pour ça que sur le plan, voilà, je veux dire, de la qualité même des aliments qu'on mange. Les aliments ne sont pas de qualité parce que c'est bourré de pesticides, de produits chimiques. Tout ce que je cite là, c'est des combos, c'est des secteurs d'industrie qui appartiennent à des multinationales. Eux, ils défendent le précaré. Qu'est-ce que nous n'avons pas compris? Qu'est-ce que nous n'avons pas compris? Vous voulez qu'on parle comment, les gars? Vous voulez qu'on parle comment? C'est des choses qu'on ne veut même plus dire ici. Vous voulez qu'on parle comment? Donc voilà, quand tu as compris ça, tu vois, tu te détaches là-dessus, tu fais d'être de moins en moins dépendant de tout ça. C'est pour ça que je partage ici avec vous des modèles agricoles où on ne dépend pas, c'est-à-dire que de la mécanisation, on ne dépend pas tout de la chimie, on ne dépend pas de tout des semences, parce qu'il faut se détacher de moins en moins. Et surtout de penser aussi à produire des aliments de qualité et penser aussi à sa santé, parce que tu n'es pas trop en contact avec les produits chimiques, parce que ta santé aussi en dépend, et la santé du consommateur en dépend, et la qualité du produit aussi. Chers agriculteurs visionnaires, voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. Mets le pouce en bas. Des vidéos comme ça, tu vois, des vidéos qui sont très techniques. Moi, j'ai fait ce choix-là d'opter plutôt pour la technique, de venir vous apprendre à désapprendre, à réapprendre à nouveau. Je sais que quand les gens vont voir vidéo 40 minutes, ça va décourager. Mais c'est là où on meurt dans le film. Les personnes qui vont regarder ces vidéos, c'est des personnes qui sont affranchies. C'est des personnes qui vont bénéficier. Parce que des enseignements comme ça, vous n'entendrez nulle part. Pas dans notre communauté africaine. On est seulement là. Comment gagner les millions? Comment gagner les milliards? Comment? Tu gagnes les millions et les milliards comment? Si tu n'es pas stratège. On gagne les millions et les milliards parce qu'on est stratège. Parce qu'on est de moins en moins dépendant. Parce qu'on est souverain. Parce qu'on est autonome. Mais quand tu dépends de quelqu'un, tu penses que tu vas gagner les milliards comment? Le jour où tu ne fais pas comme il veut, ferme la vanne. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Il bloque. Fermer la vanne ici, c'est de mettre des taxes. Fermer la vanne ici, c'est de te dire que je ne te donne plus mes produits. Fermer la vanne ici, c'est de te dire que c'est ma propriété intellectuelle, je ne te vends plus ça. Tu fais comment? Non, ici, on est à un autre niveau. On est à un autre niveau de partage. Dans la communauté des agriculteurs, nous sommes à un autre niveau de partage. Je peux comprendre qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui comprennent ça, mais c'est un peu. Je sais aussi que depuis la création de la chaîne, nous sommes comme 61 000, tu vois, c'est pour des thématiques aussi techniques, pratiques comme ça. Je dis bravo pour les personnes qui adhèrent, bravo pour les personnes qui s'abonnent, bravo pour les personnes qui comprennent les enjeux. Que ici, c'est un autre niveau. On parle ici à des visionnaires, je parle ici à des industriels, je parle ici à des chefs de gouvernement. Ce n'est pas pour rien que vous voyez le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'implémenter toute la vision que nous partageons ici. Mais est-ce que vous voyez les difficultés, les challenges qu'il a? Vous voyez comment il a attaqué? À partir du moment où tu commences à vouloir être autonome, souverain, à préserver ton précaré, tu vois comment? Est-ce que vous voyez comment il a attaqué? Ça fait combien de coups d'État ratés? Vous pensez que c'est pour rien? Vous pensez que c'est pour rien qu'on va intenter sa vie? Parce qu'il est en train de marcher sur le précaré de ceux qui ont établi le système. Pourquoi Aliko Dangote a attaqué tel que dans son pays? Aliko Dangote qui va mettre la raffinerie pour que son pays soit souverain sur le plan énergétique du pétrole. Pourquoi tu ne te poses pas la question comment on peut attaquer un monsieur comme ça qui veut faire du bien à son peuple? Mais parce qu'il y a énormément de conflits d'intérêts, les gars. Énormément de conflits d'intérêts. Par rapport à son propre gouvernement, par rapport aux forces extérieures. Mais comment vous voulez qu'on vous parle? Vous êtes aussi là naïfs. Les Africains sont toujours là si naïfs. Ah non, l'Afrique n'est pas encadrée. Ah non, voilà comment les gens... Vous pensez qu'ils sont là? Ils vont nous laisser comme ça, tel que... Nayo. Or qu'on sait que toutes les matières premières, toutes les richesses viennent de chez nous. Ben, si on n'est pas là aussi à défendre ça bec et ongle, mais ils vont nous bouffer. Ils vont nous bouffer, mais ils le font même déjà. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Vous savez que des sujets comme ça, je peux aller comme ça jusqu'à demain. Donc, voilà ce que je voulais partager.
J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez aimé, implémentez, vous comprenez que si l'argent, ce n'est pas le problème, mais c'est la stratégie qu'il faut mettre en place, c'est la vision qu'on se doit d'avoir et comprendre que les bonnes choses prennent du temps, les bonnes choses prennent du temps pour maturer. Et si tu veux avoir un business durable, tu dois prendre le temps de bien faire la chose. Et avec un modèle comme ça, en 2 ans, en 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu deviens leader de ton secteur et tu brasses des centaines de millions. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo.